Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons en direction du Qatar où se trouve en ce moment la ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara a pris part samedi à l'ouverture du forum de Doha, une plateforme d'échange diplomatique sur les sujets d'intérêt mondial. Une rencontre au cours de laquelle la chef de la diplomatie ivoirienne a présenté le bilan de riposte contre la Covid-19 et la détermination de notre pays à booster son économie après 2 années de pandémie. On retrouve notre envoyé spécial à Doha, Michel Digré. Les défis mondiaux de développement et de paix au cœur du forum de Doha. Hommes politiques de premier rang, décideurs et intellectuels de plusieurs pays sont dans la capitale qatari pour trouver des solutions avec la force des arguments et du verbe. Cette plateforme que nous avions lancée il y a 22 ans est un lieu de rendez-vous pour les experts et les médias du monde entier. Nous sommes heureux que sa création ait ouvert la voie à l'émergence de nombreux forums qui contribuent à faire avancer le débat sur des sujets d'intérêt. Présente à ce forum, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a participé à un panel portant sur l'Afrique post-pandémie Covid-19. L'Afrique est un continent résilient. Il y a 2 ans, toutes les conversations prédisaient que cette pandémie allait décimer l'Afrique. Face à la Covid-19, l'Afrique a tenu bon contrairement aux autres continents, mais elle retient d'importantes leçons pour son économie. La nouvelle vision que nous avons en Côte d'Ivoire, impulsée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est de passer à l'industrialisation. Surtout qu'avec la pandémie, tout le monde a constaté qu'il n'y avait plus de contact entre les pays développés et les pays africains, entre les producteurs et les transformateurs, puisqu'il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de liens. Et donc, cela nous a fait prendre conscience qu'il fallait dorénavant développer la transformation des matières premières sur place en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire. Cela va permettre évidemment de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, mais cela va permettre d'avoir des ressources pour nos pays africains, pour la Côte d'Ivoire, pour continuer son développement. Avant ce panel, la ministre Kandia Camara a eu une séance de travail avec son homologue du Qatar pour parler de coopération bilatérale, mais surtout d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et ici à Abidjan, la ministre du Plan et du Développement a participé samedi à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Au cours des échanges qui se sont déroulés via visioconférence, Nialé Kaba s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Elle a aussi exprimé les attentes de notre pays. Jean-Luc Bambo. C'est depuis la salle de conférence du 20e étage à l'immeuble Siam que Kaba Nialé a fait son adresse à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Une adresse sous forme de bilan de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les accords signés au cours de la TICAD 7, en particulier l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota à Abidjan, la réhabilitation du CHU de Cocody et la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, dont la seconde phase a été déjà lancée. Kaba Nialé a exposé les attentes du gouvernement ivoirien, notamment le renforcement des investissements japonais dans notre pays. Cela nous a donné l'occasion d'inviter ce secteur privé, mais également les officiels japonais à nous accompagner lors du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025. La Côte d'Ivoire est en attente d'une plus grande implication du secteur privé pour pouvoir donc lui permettre de mobiliser les 110 milliards de dollars US pour financer ce plan, puisque 74% des financements sont attendus du secteur privé japonais. Cette visioconférence, qui a enregistré la participation de plusieurs autres pays africains, a été l'occasion pour le gouvernement japonais de réitérer son soutien au continent. Les discussions ont notamment porté sur les nouvelles priorités sur le développement en Afrique en se projetant dans l'ère post-Covid-19.
En visite de travail au Maroc, le ministre Amadou Koné a visité plusieurs infrastructures. Il s'agit pour lui de s'imprégner de l'expérience marocaine en ce qui concerne le domaine de l'industrie automobile, du transport aérien, portuaire et ferroviaire. Une visite qui vise le renforcement des relations de coopération entre notre pays et le Royaume du Maroc, où on retrouve notre envoyé spécial à Rabat, Walter Amadou Ouattara. Rabat. Une équipe du groupe Tandjemed accueille le ministre Amadou Koné dans l'une de ses administrations. Cette structure est un exemple de performance en tant que hub logistique. Premier port d'Afrique avec une plateforme multiservice, Tandjemed, c'est au moins 1100 entreprises avec une connectivité maritime de plus de 180 ports et 70 pays de 5 continents. Le remarquable résultat est obtenu après une quinzaine d'années de travail. Ce succès et les stratégies qui l'ont engendré intéressent le ministre des Transports. Il ambitionne de les reproduire en Côte d'Ivoire. Déjà, des prédispositions se précisent. Le président de Tandjemed et le ministre Amadou Koné ont paraphé 9 points contenus dans un protocole d'accord qui sera validé à Abidjan dans les prochains jours. Fouad Breni a pris l'engagement d'accompagner les projets présentés par le ministre ivoirien. Par la suite, la délégation s'est entretenue avec le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Ici également, partage d'expériences et renforcement de coopération sont sur la table des échanges. À la fin des différentes rencontres, le ministre Amadou Koné a instruit le directeur général du Fonds du développement routier à conduire une session d'immersion au département conception des véhicules neufs du groupe Tandjemed. Cette démarche s'inscrit dans la vision du renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Au Sénégal, c'est le ministre de l'Hydraulique qui a participé à une tribune de la CEDEAO sur les questions de ressources en eau potable. Laurent Tchagba a exposé sur l'initiative de la Côte d'Ivoire en la matière. À ce père de la CEDEAO, il a présenté les défis et les perspectives pour une bonne gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Stand de la CEDEAO au 9e Forum mondial de l'eau. Face à un auditoire, le ministre Laurent Tchagba fait l'état des lieux des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Après près de 2 heures de présentation et d'échange, des participants se prononcent. Nous intervenons dans cette présentation puisque nous venons de démarrer un marché important qui va permettre d'apporter aux populations plus de 32 000 m3 jour d'eau potable, principalement sur 2 régions, la région de Kimoukro et la région de Mimignan. J'ai pu apprécier le rapport que M. le ministre a présenté, qui couvre tous les aspects de l'AGIR à l'horizon 2030, ce qui va permettre à la CEDEAO d'atteindre les ODD liés à l'eau. La gestion des ressources en eau et la production d'eau potable implique plusieurs structures mises en place par l'État ivoirien, représentées à ce rendez-vous international de l'eau. Mobilisation des moyens, renforcement des actions d'assainissement, entre autres défis à relever. Le ministre de l'Hydraulique assure de la volonté du gouvernement à réussir le pari de la gestion des ressources en eau. Quelles sont les difficultés et qu'est-ce que nous attendons des bailleurs de fonds, qu'est-ce que nous attendons des autres pour nous aider à améliorer ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Et le fait de présenter un document pays, document consensuel qui est élaboré et présenté à ce forum démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de pouvoir mettre en place l'AGIR
qui est important pour la gestion des ressources en eau. L'AGI, gestion intégrée des ressources en eau, est une vision de la CEDEAO pour inciter les dirigeants ouest-africains à s'engager pleinement dans la préservation des ressources en eau. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance qui était à Boundiali. Aux côtés du premier magistrat de la commune, la ministre Mariatou Koné, il a participé à une activité de remise de vivres dans cette zone qui n'est plus à l'abri de l'insécurité alimentaire. Des vivres composés de riz, d'huile et de pâtes alimentaires ont été offerts à plusieurs cantines de la localité. On regarde le compte-rendu d'Astou Touré d'Agnogo. La lutte contre la malnutrition s'intensifie dans la région de la Bagoué. Cette partie de la Côte d'Ivoire est citée parmi les zones en insécurité alimentaire selon une étude menée par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À l'hôpital général de Boundiali, plus de 200 enfants ont été pris en charge. Ici, la malnutrition est un sujet tabou. Le gros problème, le manque de ressources financières. Si à l'hôpital, la mère n'est pas prise en charge sur le plan nutritionnel, elle constitue un problème en amont, un problème dans le foyer. Et donc, par conséquent, il y a des femmes qui disparaissent nuitamment avec leurs enfants parce qu'elles ne sont pas prises en charge. Pas parce que l'enfant n'est pas pris en charge, mais parce qu'elles n'ont rien à manger. Pour juguler le fléau en Côte d'Ivoire et apporter une réponse efficace, une stratégie est mise en place. Cette action a permis de dépister environ 2000 enfants et sauver 312. À Tumbougou Samoroso, village situé à 5 km de Boundiali, 5 cantines scolaires sont renforcées en vivres composées de riz, de sucre, d'huile, de concentré de tomates et de pâtes alimentaires. Ces vivres vraiment sont destinés aux cantines scolaires et non aux populations. C'est pour les enfants vraiment en âge scolaire et préscolaire. En tout cas, vraiment, je souhaite vraiment qu'ils fassent bon usage, vraiment pour qu'ils fassent en plus combattre la nutrition. Une action encouragée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, maire de Boundiali. Il s'agit de Nandara, de Tomougou, de Nyagnon, et de Gengreni et de Bando. Et vraiment, nous tenons à dire merci au CONAPE qui nous aide à l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre région. La malnutrition a des conséquences graves, aussi bien sur l'adulte que l'enfant. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 24% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. Et c'est deux brèves pour terminer ce flash d'information. En Guinée, le Comité national des assises compte une trentaine de membres. Parmi eux, le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry, El Hadj Mamadou Saliou Camara, et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Sous l'Ancien Régime, ces deux chefs religieux avaient coprésidé une commission provisoire de réconciliation nationale dont les travaux avaient été lancés en mars 2015. 16 mois après, cette commission avait présenté son rapport final. On était alors en juin 2016. Un rapport qui avait été tout simplement rangé dans des tiroirs. Outre ces deux chefs religieux, il y a aussi des personnalités politique. Et puis un mot d'environnement, 12 des 25 villes les plus polluées se trouvent dans le nord de l'Inde. New Delhi était déjà l'année dernière la capitale la plus polluée du monde, et ce pour la 4e année consécutive. Ce constat accablant est issu du rapport annuel de l'organisation suisse IQR qui démontre que cette pollution atmosphérique est un problème à traiter de manière régionale et non locale. La bonne nouvelle toutefois, c'est que le taux moyen de pollution à New Delhi a baissé de 15% par rapport à 2018, un signe encourageant selon certains spécialistes de l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h et à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je serai chez vous ce soir à 23h.